J'ai décidé de vous parler de la résolution du Parlement européen du 17 janvier 2024 sur la conscience historique européenne, texte qui fut voté à une large majorité. Mais surtout, de vous lire les articles afin que vous vous rendiez compte par vous-même de la teneur de ce texte. Les petits contes de la grotte aux champs. Je vais essayer de le commenter au minimum, dans un souci de préservation mentale. Alors, le texte est divisé en 3 parties. Vues, les textes précédents, les considérations et enfin les préconisations. Concernant les vues, je vous invite à aller voir les textes que j'ai mis en description. J'en ai appris des vertes et des pas mûres, preuve que l'Europe part en vrille depuis un petit moment. Ceci dit, on peut retenir qu'en 1954, la Convention culturelle européenne souhaite mettre en place une culture commune dans le cadre justement de la construction européenne. Elle souhaite notamment promouvoir les héritages nationaux comme des héritages collectifs à tous les Européens. Et la présente résolution, qui est censée s'inscrire dans cette continuité, va finalement à l'encontre complète de cette convention. Car le reste des résolutions citées, c'est de la lutte contre le racisme à coups de culture et de sport, ou de l'autoflagellation sur un racisme structurel, pour ne pas dire un racisme systémique. Maintenant, passons aux considérations préalables aux recommandations de l'UE. Alors, concernant les considérations, l'on peut noter plusieurs obsessions. La première, c'est que l'histoire est aussi bien un facteur de réconciliation qu'un facteur de conflit. Point A, reconnaître qu'une conscience historique éclairée favorise la compréhension mutuelle et la tolérance, mais aussi des conflits et des conflits dans l'interprétation. Ce qui leur fait peur, c'est comment est interprétée et utilisée l'histoire dans le domaine politique. Point E, considérant que le négationnisme historique et d'autres formes d'interprétation biaisée de l'histoire représentent une menace majeure qui attise la méfiance et les conflits entre les peuples et les nations, ce qui va saper les tentatives de réconciliation. Un autre point sur lequel il focalise, c'est la vérité en histoire. L'objectif, comme l'indique le point H, c'est qu'aucune nation ne puisse monopoliser et revendiquer de manière exclusive l'histoire pour nier l'existence d'un autre peuple, nation ou État. Le problème, c'est qu'ils s'en mêlent les pinceaux. D'une part, ils veulent une rigueur absolue, point F, une objectivité extrême, tant dans le domaine de la recherche historique que dans le domaine politique, point I, des approches contextualisantes, mais revenons au point H, il n'existe pas de vérité historique, unique, monolithique, incontestable et éternelle. Et c'est là où c'est faux. Il existe des vérités historiques, factuelles, que l'on ne peut nier. Les chambres à gaz ont existé, le dénier, c'est être négationniste, mais les Européens ont pratiqué l'esclavage, certes, mais moins que les autres, le dénier, c'est être négationniste. Et le dernier point, mais qui est finalement primordial, c'est l'injustice et les horreurs historiques que nous avons en héritage. Ce passé si monstrueux que nous devons accepter. Point B, considérant que les injustices fondées sur le genre, les croyances et l'appartenance ethnique sont ancrées dans l'histoire européenne depuis de nombreux siècles, et point K, considérant que la conscience historique européenne s'entend comme une capacité et une compétence individuelle, oui, vous êtes tous concernés, et collective, à comprendre et à évaluer de manière critique et à tirer des enseignements de l'histoire, ce qui facilite la reconnaissance du lien et de l'interdépendance inextricable qui existe entre le passé, le présent et l'avenir. Comprenez qu'en raison des erreurs de nos ancêtres, nous sommes maudits de génération en génération. Car, puisque nous avons été coupables dans le passé, nous devons bien être encore un petit peu coupables aujourd'hui, et nul ne nous préserve d'être monstrueux dans
l'avenir. De là à dire que nous sommes tous génétiquement des criminels en puissance, il n'y a qu'un pas. Et maintenant, passons aux résolutions européennes, c'est-à-dire ce qui aura un impact sur nos vies. Elles sont divisées en 4 grands chapitres. Le premier, aborder le passé de l'Europe comme un risque et une opportunité. Alors, dans ce chapitre, point 1, ils reconnaissent que les États n'ont pas toujours la même vision de l'histoire. Mais, point 3, ils se donnent pour objectif de sensibiliser les générations actuelles et futures aux réalisations et aux aberrations du passé et de renforcer un discours public faisant preuve d'esprit critique. En fait, dans ce point, ils se donnent la mission de nous rééduquer et de nous faire prendre conscience de l'horreur qu'on porte dans notre sein. Alors, pour cela, ils s'appuient sur un principe en histoire qui est l'historia magistra vitae, mais ils font un contresens. C'est-à-dire qu'ils estiment en particulier que les périodes tragiques et les éléments sombres de l'histoire de l'Europe sont un rappel vigoureux des erreurs du passé à ne pas répéter, mais également un appel à œuvrer ensemble en faveur d'une société démocratique et inclusive, dans l'Union et le reste du monde. Sauf que ce principe de Cicéron est à l'opposé de ce qu'ils en disent. Le problème, c'est que Cicéron, lui, il voyait le passé comme un modèle pour le présent, donc justement des solutions pour l'avenir. Alors, la deuxième partie, c'est politique du passé dans l'Union européenne, une évaluation critique. Et ce qu'ils vont évoluer, c'est leur politique sur la politique mémorielle. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'au point 7, ils nous expliquent finalement pourquoi ils sont obsédés par la Seconde Guerre mondiale. On reconnaît que les erreurs du passé servent de mythes fondateurs négatifs et donnent un sens profond au projet de paix européen. Mais constate que le souci de l'Union de raconter son histoire ex negativo risque de nourrir une conception téléologique, simpliste et manichéenne de l'histoire. Ce qui pourrait nuire à une compréhension pleinement informée du passé complexe de l'Europe et réduire les incitations à remettre en cause les stéréotypes et les vaches sacrées des histoires nationales. En gros, l'Union européenne fait suite à la Seconde Guerre mondiale. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'ils ont conscience que ce matraquage négatif permanent risque d'entraîner des réactions violentes. Et pour autant, cela ne les empêche pas de continuer à nous assommer. Point 6. Reconnaît les crimes commis par les régimes totalitaires, nazis, fascistes et communistes, et à l'époque du colonialisme, et le rôle que ces crimes ont joué dans la formation des perceptions de l'histoire en Europe, alors qu'ils pourraient aussi bien nous proposer des histoires fondatrices, positives. Après tout, tous les rois européens se sont mariés entre eux. N'est-ce point une grande famille? Troisième partie, vers une conscience historique informée en Europe. Et là, c'est le gros du sujet. Alors, dans cette partie, ils nous expliquent qu'ils veulent aller plus loin et les outils qu'ils vont mettre en place. Aller plus loin. L'article 14 le résume à lui tout seul. Estime que le chauvinisme, les stéréotypes sexistes, les asymétries de pouvoir et les inégalités structurelles sont profondément ancrées dans l'histoire européenne et déplore l'absence d'une approche suffisamment multiculturelle et sensible au genre dans l'enseignement de l'histoire. Considère qu'il est essentiel de lutter contre la marginalisation des femmes et d'autres groupes de la société sous-représentés dans l'histoire. Bon, c'est un concentré de wokisme, la question du genre, des racisés, des discriminations et de l'intersectionnalité. Je vais m'abstenir de commenter. Alors, quels sont les outils qu'ils veulent mettre en place pour arriver à leur fin? Ils nous disent, point 8, tenir compte des groupes qui ont été sous-représentés, sauf que l'Europe a été longtemps homogène, ethniquement, que les homosexuels, l'histoire en regorge, mais à la hauteur de ce qu'ils représentent dans la société, soit environ 5%, et les trans aussi d'ailleurs,
mais donc à hauteur de quasiment rien. 9. Par le développement des capacités de réexamen critique. 10. En réexaminant le passé à la lumière de nos valeurs d'aujourd'hui. Là, exit la recontextualisation qu'il considérait essentielle. 12. Faire passer l'histoire mondiale avant l'histoire nationale, mais également encourager les styles d'enseignement qui privilégient la réflexion et la discussion plutôt que le transfert de connaissances. Exit la rigueur intellectuelle. Point 15 souligne la nécessité d'un enseignement interdisciplinaire et intersectionnel. Sinon, ils nous parlent d'outils pédagogiques divers, livres, musées, et ils nous font part de leur inquiétude, article 21. Ils se déclarent profondément préoccupés par le fait que les canaux numériques sont de plus en plus utilisés de manière abusive à des fins de manipulation politique et de diffusion de la désinformation, y compris en ce qui concerne l'histoire. Et alors, bien sûr, ils ne donnent pas en exemple la grotte au chat, mais les pratiques de la Russie dans le contexte de sa guerre d'agression contre l'Ukraine. Ah ben oui, existe le fait que l'on ne peut pas revendiquer détenir, nous, Européens, la vérité historique contre la Russie. Mais leurs grandes leçons de morale ne tiennent pas la route face aux réalités internationales. Moi, j'appelle ça des tartuffes. Alors, la dernière partie, perspective, l'héritage du passé et l'avenir de l'Union, c'est de l'autocongratulation de base. Cependant, ils expriment quand même l'espoir suivant, que sur les bases d'une auto-réflexion critique portant sur l'histoire et la responsabilité historique au niveau national, un discours puisse voir le jour sans que l'histoire ne soit détournée à des fins politiques. Eh ben, je partage leur espoir. J'aimerais qu'ils s'arrêtent de s'occuper de l'histoire à des fins politiques. Vraiment. Alors, qu'en conclure ? Comme je suis cynique et que j'ai lu le livre de Pascal Bruckner, La tyrannie de la pénitence, je dirais qu'ils ont trouvé dans cette tradition chrétienne de l'autoflagellation une racine culturelle commune à toute l'Europe qu'ils exploitent jusqu'à la corde. Mais j'ose tout de même leur rappeler que nous sommes de moins en moins pratiquants, si ce n'est un peu en Europe de l'Est, partie de l'Europe qui adhère le moins à leur discours. De quoi initier pour eux une vraie remise en question. Mais je suis également très terre à terre, et les élections européennes sont à peine dans quelques mois. Ce texte, voté à une large majorité, me laisse à réfléchir quant au choix de bulletin que je ferai à ce moment-là. Pas vous ?